Bonjour à tous, je suis Gaëlle Pinson, directrice générale du Hub Francia. Le Hub Francia est une association qui a pour mission de faciliter l'utilisation de l'IA par ses membres. Ses membres sont des grands groupes, des startups, des PME ETI, des laboratoires de recherche. Aujourd'hui, nous sommes au cœur d'une action Un jour, une startup que nous avons souhaité monter pour mettre en lumière les solutions des startups du Hub et fournir à cette occasion aussi des éléments de contexte sur les filières dans lesquelles elles opèrent. Et nous avons donc aujourd'hui le plaisir d'accueillir la société Momentech, une entreprise spécialisée dans le deep learning, qui est cofondatrice du Data Lab normand, qui est également experte pour des programmes de PME auprès de la Commission européenne et qui a rejoint récemment aussi Booster IA, une initiative normande d'aide aux PME qui ressemble d'ailleurs au PAC IA que le Hub Francia pilote pour le compte de la région Île-de-France, donc aussi un programme d'aide pour les PME. Et aujourd'hui, donc, Gérald Vanier et Bertrand Louargan vont nous parler de comment garantir une IA souveraine et des données non accessibles aux GAFAM. Donc, ça rejoint l'objectif du Hub qui est aussi de participer à la construction de solutions alternatives en IA, en infrastructure IA, solutions alternatives à celles des GAFAM pour ne pas être en dépendance économique de ces seules solutions. Voilà, je vous cède la parole. Merci à vous. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Momentech, un petit mot sur Momentech et puis Gérald et Bertrand. Donc Gérald, je suis président de la société Momentech. Momentech, c'est une société qui a été créée en septembre 2016, qui compte une vingtaine d'ingénieurs aujourd'hui et qui est basée à Caen, en Normandie. Donc, Bertrand Louargan, donc je suis l'architecte IA, donc je m'occupe de toute la partie IA chez Momentech. Voilà. Donc aujourd'hui, le fil qu'on va suivre pour ce webinaire, c'est le suivant. On va parler un tout petit peu de quelques généralités autour de l'IA et recentrer un petit peu, nous, de quoi on va parler aujourd'hui, sur le point de vue technologique. On va se mettre dans le cadre d'un projet d'IA, d'une entreprise qui voudrait monter un projet d'IA, et on va voir un peu les spécificités, les besoins qui sont liés à ces projets, les offres qui sont disponibles pour pouvoir mettre en œuvre ces projets, et notamment bien sûr les GAFAM, on en discutera, et puis des alternatives qui peuvent exister. Bien sûr, on présentera, nous, l'alternative qu'on représente et on expliquera pourquoi on a fait ce choix-là au départ. Et puis, on finira la présentation par des questions. Voilà. Je vais commencer par laisser la parole à Bertrand. Et c'est parti. Donc, bonjour. Alors, un petit point sur l'IA. L'IA, c'est beaucoup de choses. Hein. C'est parfois de l'algorithmie classique, c'est des systèmes experts, c'est du machine learning, du deep learning, enfin, c'est énormément de choses. On ne va pas rentrer dans une définition globale de ce qu'est l'IA. J'espère que vous nous pardonnerez, mais juste le temps d'un webinaire, on appellera IA du deep learning, puisque c'est la technologie qui a réellement révolutionné l'IA ces dernières années et qui demande aussi des ressources matérielles et architecturales un peu particulières. Et donc, on fera l'amalgame entre deep learning et réseau de neurones. Voilà, donc, juste le temps d'un webinaire. Donc, l'IA va couvrir quelques domaines particuliers de façon extrêmement efficace. Ça va être le traitement du langage, le traitement de l'image, la détection en fait d'anomalies, le traitement de la voix. Et là-dessus, l'IA, enfin le deep learning est extrêmement efficace et permet des résultats qui sont, dans certains cas, supérieurs à ce que peut faire l'être humain. Et donc, on va retrouver toutes ces technologies dans notamment les voitures autonomes et toute une palette d'innovations. On retrouve ces technologies en fait partout dans toute l'industrie, la médecine, l'agriculture, l'industrie, voilà, c'est partout, parce que partout on a besoin de ce type de traitement. Voilà, donc l'IA, c'est aussi énormément de progrès
chaque année, on a des nouvelles technologies qui émergent. Par exemple, sur le traitement de l'image. Voilà, ça, c'est des choses qu'on ne pouvait pas faire il y a encore 2 ans et qui ont été révolutionnées par ce qu'on appelle les générateurs d'images et qui continuent d'évoluer tous les jours. Donc, ça veut dire aussi devoir s'adapter régulièrement aux nouvelles innovations. Voilà. Donc, pourquoi cette émergence de l'IA? Le point d'orgue en fait de la nouvelle génération de l'engouement pour le deep learning, ça a été en 2012 avec notamment AlexNet, un réseau de neurones qui a remporté très haut la main une compétition sur la reconnaissance d'image. Jusqu'ici, ça se faisait avec des méthodes d'algorithmie classiques. Et en 2012, donc, Alex Karczewski a eu l'idée d'utiliser des convolutions créées par Yann Lequin, français, et de l'entraîner sur du GPU, ce qui n'avait jamais été fait jusque-là. Et donc, il a pu battre à plat de couture tous les autres concurrents. Et les années suivantes, cette compétition, c'était systématiquement des réseaux de neurones qui les gagnaient. Voilà. Donc là, on arrive, en fait, grâce à ça, à avoir des performances qui n'ont jamais été atteintes par d'autres méthodes de développement. Voilà. Et donc, ça, c'est faisable grâce à 2 conjonctions. C'est d'une part énormément de données grâce à Internet. On récolte de la donnée sur l'image, sur du texte, sur de la voix. Et on a en même temps du matériel tel que les GPU qui deviennent suffisamment puissants pour pouvoir entraîner tout ça. Voilà. Donc, je vais te laisser la place un petit peu. Oui, donc là, en fait, quand on veut quand on a une problématique et qu'on veut l'adresser par une technologie de l'IA, et particulièrement ici le deep learning, il y a quand même des choses bien spécifiques et il y a des questions à se poser. Je résume ici sur ces 3 points-là. Bien sûr, la donnée, est-ce que j'ai des données suffisantes pour pouvoir adresser ma problématique à travers cette technologie? Si vous n'avez pas de données sur vos activités, il faudra trouver d'autres moyens d'adresser la problématique. Il faudra travailler rapidement à comment récupérer mes données et les archiver, les avoir sous la main et qu'elles soient propres également. Des ressources matérielles parce que, comme disait Bertrand, il y a quand même une particularité sur le deep learning d'avoir besoin d'une puissance de calcul particulière. Aujourd'hui, on utilise classiquement des machines de gamers qu'on voit pas particulièrement, qu'on n'a pas vu particulièrement avant dans cette industrie-là. Donc, il y a vraiment quelque chose de particulier. Et une expertise. Il ne faut pas négliger cette partie-là. Pour faire du développement d'un site web ou d'une application quelconque, on va avoir besoin d'ingénieurs en informatique, quelqu'un qui a fait un peu de développement. Voilà. Ici, on ne va pas se mettre par hasard à faire de l'intelligence artificielle. Donc, il faut vraiment, vraiment avoir une expertise sous la main dans vos compétences internes ou aller la chercher. Voilà. Donc, c'est vraiment des besoins qui sont très, très spécifiques à ces technologies-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on veut lancer un projet comme ça qui souvent est stratégique pour l'entreprise? J'ai une problématique, je veux l'adresser, ça va me faire gagner de l'argent, ça va me faire gagner du temps. Je sens que l'IA a quelque chose à voir là-dedans. Le premier réflexe, c'est d'aller voir un peu comment je vais le faire. Et on tombe rapidement sur quoi? On tombe rapidement sur, alors je vais schématiser, les GAFAM, même si on n'a pas trop Apple dans cette ici, en tout cas qui s'expose, même s'il y a, on va garder quand même ce nom-là pour illustrer le propos, parce qu'on a quand même un gros acteur qui est Google ici. Vous voyez ici la capture d'écran de ce que peut proposer Google sur sa partie, sur sa page, pour pouvoir travailler autour de l'intelligence artificielle. Donc, c'est disponible en vitrine, sur étagère, c'est à portée de clic. Et il y a des captures d'écran qui sont associées à ça, qui nous montrent des résultats extrêmement probants, extrêmement intéressants et qui sont très alléchants. Alors, Google n'est pas le seul. On a bien sûr Amazon. J'ai la capture d'écran là que vous voyez aujourd'hui,
tout un tas de solutions qui ont à voir, la plupart avec l'intelligence artificielle et la plupart avec les réseaux de neurones. Et Microsoft, bien sûr, qui est aussi un acteur qui, avec Azure, se positionne également sur ces services-là. Alors, c'est des services qui sont à portée de clic, c'est des services qui sont attrayants. On peut facilement déployer une machine avec un modèle. Alors, on a entendu parler de ça, il y a un tuto sur Internet. Donc là, ici, on peut se permettre d'aller travailler là-dessus. Il faut avoir un petit peu d'ingénierie, mais éventuellement pas d'expertise. On sent que peut-être c'est faisable. Si on vient sur la partie prix, sur la partie tarif, les tarifs sont plutôt alléchants et les GAFAM, AWS ou Amazon particulièrement, proposent déjà du temps de calcul gratuit, un certain lot de temps de calcul gratuit pour essayer aussi de vous faire venir sur leur plateforme. Donc, c'est très attractif, c'est vraiment, vraiment très attractif. Moi, je vais vous donner une idée de prix, puisqu'on a utilisé ces services-là. On a une alternative, nous, on en parlera tout à l'heure, mais on ne s'est pas bridé sur l'utilisation de ce genre de techno pour des besoins bien particuliers chez nous, pour tester des choses. Alors je vais donner quelques gros mots, hein, on a pendant un week-end 12 vCPU, 120 Go de RAM avec 8 cartes NVIDIA, des K80, des types K80. On a fait des travaux, on a fait travailler ce système pendant environ 20h30 et on a payé 152 €, ce qui n'est pas énorme. Ce qui paraît pas énorme, seulement si maintenant on se projette sur une utilisation mensuelle dans notre activité autour de l'IA, on est tout de suite à du 1 000 € par mois. Donc 1 000 € par mois, ça devient non négligeable, d'autant que pour la même puissance de calcul, pour des solutions un peu équivalentes, on prend une machine de gamer type workstation avec des cartes graphiques dedans. Pour 5 000 €, on a à peu près l'équivalent de ce qu'on avait utilisé sur ces interfaces. Donc, on arrive quand même à 5 000 €. C'est du matériel, ça s'amortit par rapport à du 1 000 € par mois. Donc là aussi, on doit s'interroger sur le prix, l'investissement qu'on veut y mettre. Alors effectivement, si c'est pour faire un projet qui va durer un mois, aucun problème, c'est une bonne chose. Pour avoir le même équipement, le même type d'équipement sur quelque chose de plus industriel, de type 2U, enfin en tout cas pas un gros bloc workstation type gamer, on est plutôt sur du 8 000 ou 9 000 €. Donc là aussi, on passe sur une gamme supérieure. Donc on a du 1 000 € par mois d'un côté, du 5 000 € sur une workstation et du 8 000 à 9 000 € sur quelque chose d'un peu plus industriel. Donc voilà, ça vous donne à peu près un ordre d'idée du prix, puisque le prix est bien sûr à prendre en compte dans la décision qu'il y a d'aller vers ces GAFAM. Alors, il n'est pas question ici de distribuer des mauvais points ou des bons points. Il n'y a pas de mauvais points, il n'y a pas de bons points. Je pense qu'il ne faut pas s'interdire d'aller vers les GAFAM. Il faut juste y aller en sachant exactement pourquoi on y va et en étant sûr que ça correspond bien à la problématique, à mon besoin, à mes données. Donc, j'ai essayé de classer un petit peu ça en disant voilà quels sont les points positifs et les points un petit peu négatifs sur ces offres-là en vitrine. Donc, évidemment, la disponibilité, le choix de modèles, tout ça, ce sont vraiment c'est sur étagère, c'est disponible en un clic, c'est très attractif. Les tarifs, on en a parlé tout de suite, ils sont attractifs jusqu'à un certain point. Des solutions qui paraissent faciles à mettre en œuvre. Donc, ça aussi, c'est très attrayant, c'est très bien fait pour vous dire que vous pouvez faire des choses extrêmement performantes en quelques clics ou en très peu de sueur. Et puis des interfaces et des intégrations multiples. Ça, c'est vraiment aussi une force. Alors, du côté des points un peu plus sur lesquels je serais un peu plus réservé, et c'est là où se pose la question de l'alternative, c'est notamment l'investissement. On en a parlé tout de suite, je n'y reviens pas sur la partie tarif, mais la partie données. Donc la partie données, je n'ai pas besoin aujourd'hui de revenir sur la sensibilité que ça peut avoir dans certains cas. On en a des exemples un peu toutes les semaines. Donc la partie données, la partie confidentialité, et puis ce fameux US Patriot Act qui fait qu'une entreprise américaine peut, sous injonction, donner accès aux données
quelle que soit où elles sont stockées dans le monde. Hein. De toute façon, c'est une entreprise américaine. Si l'État américain lui demande, elle doit s'exécuter. Bon, on ne sait pas, on n'a aucune idée à quel niveau ceci est utilisé, mais n'empêche que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on a une activité bancaire, quand on a une activité légale, militaire, peu importe. Un peu sensible, disons. Donc, le point suivant, c'est la performance. La performance des calculs dans le cloud. Alors ça, c'est vraiment venu d'une expérience où on a comparé à équivalence de puissance des calculs dans le cloud et des calculs dans nos labs. On avait des différences de performance significatives. Alors, c'est le travail du côté des GAFAM, il progresse aussi et ça s'aménuise. Les différences s'aménuisent, il faut être très honnête, les performances deviennent bonnes. Voilà. Mais oui, il y a toujours des différences de performance. En fait, voilà, ces performances sont dues en fait majoritairement à l'utilisation de la virtualisation pour pouvoir faire du scaling facilement, hein, parce que c'est des infrastructures à base de machines virtuelles. Et la machine virtuelle, eh ben, elle ne s'accorde pas très bien sur de l'utilisation matérielle très spécifique. Et du coup, ce qu'on appelle l'overhead hein, de calcul, hein, il est énorme. Et de ce fait, vous pouvez prendre une machine beaucoup plus petite, hein, sans virtualisation, qui aura les mêmes performances. Donc, la performance de calcul, ça reste un fait. Lourdeur des échanges réseau. Alors, effectivement, les entraînements, on n'a peut-être pas encore parlé des différences, tu reviendras sans doute sur entraînement et inférence, mais il y a un moment dans l'utilisation de technologies du deep learning, il y a un moment où il y a un échange important de volume de données. Le volume de données va être traité pour entraîner notre réseau et nos modèles, et là, ça peut être extrêmement lourd. Et on va donc avoir un certain volume de données qui peuvent être hébergées chez nous, par exemple, et qu'on va aller envoyer sur une VM quelque part dans le cloud. Donc, tous ces échanges de données, ça alourdit. Alors, si on le fait une fois, ça va. Si on fait des entraînements régulièrement, si on est 3 d'équipe à le faire, mon réseau d'entreprise, soit je l'optimise vraiment et puis mes échanges réseau vont être très lents, soit je priorise mes échanges réseau sur ces utilisations-là et du coup, ma téléphonie, mes autres activités peuvent en pâtir. Donc là aussi, c'est des choses à évaluer, c'est qu'il y a beaucoup de données qui vont être traitées et que ça peut être une bonne idée d'optimiser le trajet entre la donnée et la plateforme. Donc ça, c'était pour la partie infrastructure. J'ai découpé en deux hein, les problématiques que je voyais derrière. La deuxième étant l'expertise. L'expertise parce que j'ai mis ça en regard de la solution facile à mettre en œuvre. Oui, effectivement, c'est facile à mettre en œuvre, mais c'est beaucoup de modèles génériques. C'est pas si facile que ça d'aller combiner différentes choses, de mettre de l'ingénierie profonde, d'aller monter des systèmes un peu complexes, parce que ma problématique, c'est rarement de reconnaître un chat dans une image. Et même celle-là, les réseaux de neurones, il y a eu quand même pas mal d'évolutions. On va sur des problématiques complexes pour lesquelles il faut savoir interconnecter différents réseaux, différentes solutions, différentes approches, et éventuellement des fois les tester. Donc ça, c'est pas si facile sans expertise. L'expertise, c'est aussi se retrouver devant un résultat plutôt médiocre où notre réseau de neurones, notre modèle nous dit c'est bon à 50%, c'est mauvais à 50%. Et nous, au milieu, qu'est-ce qu'on fait pour décider, pour faire de l'assistance, pour faire de l'aide à la décision et qu'est-ce que je peux faire avec ces modèles-là, avec d'autres modèles, avec d'autres approches pour avoir des performances plus grandes. Ça, vous ne trouverez pas sur étagère. Donc, il faut aller vers l'expertise. Si vous avez un expert, des gros tuyaux pour envoyer de la donnée, les GAFAM faisaient encore une alternative. Mais si vous n'avez pas d'expertise, aller vers ces solutions sur étagère comme ça, c'est quasiment être sûr que dans 3 mois, c'est d'être dans une impasse. Voilà, donc nous, ça illustre, ce point-là illustre un petit peu l'expertise. On a ici schématisé le fait, pour une problématique globale, d'aller
d'avoir plusieurs modèles qui s'enchaînent et donc d'avoir des modèles très différents, des besoins très différents. Donc là, vous voyez de la reconnaissance, on peut mettre un système qui va reconnaître des visages, qui va reconnaître des véhicules, etc. On peut faire du tracking par-dessus, on peut rechercher des anomalies en faisant ce tracking, on peut aller faire de la consolidation de toutes ces données-là pour faire des décisions, pour donner des décisions en disant tiens, c'est un visage, c'est un véhicule, il y a du tracking, ils sont par là, ça me semble pas incohérent, ça me semble incohérent, qu'est-ce que je fais? Je laisse une alerte, je laisse pas d'alerte, etc. Donc pour faire tout ça, si ce projet est de cette envergure-là, on a besoin de choses génériques, larges et surtout qui vont mutualiser les ressources. C'est-à-dire, je ne vais pas déployer une VM pour chaque truc, et puis après, comment je les mets en œuvre. Il faut vraiment aller essayer d'optimiser la ressource qu'on va mettre derrière. Donc, c'est typiquement ces questions-là que nous, on s'est posées. Nous nous sommes posés ces questions-là il y a 4 ans. Il y avait déjà des propositions des GAFAM, et on avait déjà quelques idées sur l'importance de la donnée, sur la sensibilité de la donnée, sur le besoin aussi d'avoir une infrastructure qui puisse être partagée entre des personnes de l'équipe, qui puisse être regardée concrètement en disant tiens, ça c'est un modèle, j'ai pas besoin de beaucoup de performance, je vais faire cet entraînement-là sur cette carte. Par contre, là, j'ai besoin de ressources vraiment, ça va me durer un week-end, mais j'ai besoin de 4 cartes qui vont travailler en parallèle. Donc, on a besoin de quelque chose d'assez souple. Et c'est là où s'est posé la question de comment faire ça. Et c'est là où on s'est dit, il y a des alternatives aux GAFAM. Et donc, ça donne la naissance de ce qu'on a appelé, nous, notre IA-Park, et que Bertrand va présenter. Donc, l'IA-Park, pour nous, c'est la mise en œuvre d'une alternative à ces solutions sur étagère, Google, Amazon, Microsoft, etc. Voilà. Donc, Bertrand va vous parler de ce point. Voilà, d'IA-Park. Tout à fait. Donc, c'est vrai qu'on est parti, nous, sur la conception d'une plateforme parce qu'on a d'expérience, en fait. On sait construire des plateformes industrielles qui soient robustes. Donc, on a cette connaissance, donc on a pu se permettre de partir là-dessus. On sait aussi que la virtualisation ne peut pas répondre à ce besoin-là, donc on s'est orienté sur du microservice, des containers avec Kubernetes, qui permet d'exploiter le matériel avec un overhead qui est extrêmement faible. Voilà. Ensuite, il a fallu se poser des questions. Comment est-ce qu'on arrive à orchestrer l'utilisation des GPU? Comment est-ce qu'on arrive à mutualiser leur exploitation? C'est réquisitionner 3-4 GPU, comme tu le disais tout à l'heure, quand on en a besoin. C'est aussi partager un GPU en 2, parce que notre modèle ne prend pas toute la mémoire, et donc on peut peut-être faire 2 choses en parallèle. Voilà, il faut s'organiser pour tout ça, et donc ça demande un petit peu d'orchestration et de savoir-faire pour exploiter ça de façon optimum. Voilà. Il y a la donnée, évidemment, puisqu'on est sur des modèles qui sont très consommateurs de données. On va programmer avec de la donnée, globalement, dans le machine learning. C'est plus des algorithmes, c'est la donnée qui fait le code. Donc, et tout à fait, le modèle est plus la donnée. Donc, il faut que la donnée soit pas un goulot d'étranglement et l'envoi de la donnée soit pas un goulot d'étranglement. Il faut savoir compresser cette donnée, la cacher quand on en a besoin, s'adapter à différents environnements. Si on est sur de la fibre ou bien si on est à travers Internet. Voilà. Donc, il faut que notre streaming de données s'adapte. Voilà. Et il faut prévoir en production un cycle de vie des modèles d'IA. Ça veut dire que le modèle doit être entraîné régulièrement avec des besoins matériels très spécifiques, des grosses cartes souvent. Ensuite, il doit être déployé avec des besoins qui sont plus des besoins matériels, aussi gourmands, mais qui ont des besoins de latence. C'est-à-dire que quand on a besoin d'une réponse, on ne peut pas se permettre d'attendre 3 jours pour l'avoir. Donc, les besoins d'entraînement, les besoins de déploiement sont complètement différents. Il faut pouvoir orchestrer tout ça et faire tourner régulièrement, puisque sinon, ce que vous risquez d'avoir, c'est un modèle déployé qui s'éloigne de la réalité de vos données au fur et à mesure. Donc, il faut que ça soit en cohérence. Le 4e, 5e point important, c'est le versionnage de tout ça, le contrôle de version. On programme avec de la donnée, on a des modèles
qui doivent être aussi versionnés et notre donnée doit être versionnée. On doit pouvoir à tout moment dire tel modèle a été entraîné avec telle version de la donnée. Ça permet, quand on est en production, de pouvoir régler les problèmes, de pouvoir les investiguer. Alors pour un POC, ce n'est pas obligatoirement nécessaire. Pour l'industrialisation, c'est primordial. Voilà. Et aujourd'hui, notre plateforme elle est compatible avec TensorFlow Keras et prochainement, elle sera aussi compatible avec PyTorch dans un futur proche, j'espère. Donc ça, on reviendra. Ce sont des frameworks open source parce que il nous semblait important aussi, il y a 4 ans, de nous lancer en disant on ne va pas refaire. Il y a des acteurs aujourd'hui qui sont en place, qui sont énormes et qui sont Google, Facebook. PyTorch, c'est un projet open source Facebook. TensorFlow, c'est un projet open source Google. Les GAFAM, quand on dit les GAFAM, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai bien dit, je ne voulais pas distribuer les bons points et les mauvais points. C'est vraiment pas le propos, parce que ces acteurs-là, ce sont aussi de gros contributeurs sur l'open source, sur la publication de résultats. On le voit vraiment régulièrement tous les mois. Et donc, c'est quelque chose quand même qu'on doit mettre à leur compte, à leur crédit. Voilà, exactement. Donc là, voilà, c'était pour l'architecture. Nous, dessus, on a construit effectivement une offre de service, comme vous le disiez tout à l'heure, Gérald, avec des modèles qui sont validés, souvent pré-entraînés. Donc, on va miser au maximum sur ce qu'on appelle le transfert de connaissances, c'est-à-dire qu'on va entraîner un gros modèle sur des données assez génériques et ensuite, on va le spécialiser sur le besoin du client, ce qui permet d'avoir des cycles entraînement-déploiement qui soient plus rapides et surtout avec des résultats qui sont de meilleure qualité. Voilà, donc là-dessus, il y a un travail de sélection des modèles, le besoin d'être toujours à l'affût des innovations dans l'état de l'art pour pouvoir se mettre à jour, parce que c'est un domaine qui évolue extrêmement vite. Une année sur l'autre, ça peut complètement chambouler les choses. Voilà. Il y a encore, par exemple, 2 ans, le traitement du langage était encore assez approximatif. On avait du word-to-vec. Avec l'introduction de BERT par Google, on est arrivé à un niveau qui est vraiment excellent et sur lequel on va pouvoir rebondir, et d'autres auront rebondi sur des modèles plus optimisés, sur des choses spécialisées, enfin voilà. Et il reste encore la place pour énormément de progrès, ne serait-ce sur la voix. On voit encore des projets qui démarrent et qui décollent avec Mozilla. Facebook a publié quelque chose encore de tout nouveau là, il y a 2-3 jours. Donc, c'est quelque chose qui évolue très vite. Dans 2 ans, le paysage sera complètement différent de ce qu'il est aujourd'hui. Voilà. Donc, il faudra s'adapter. Sinon, on risque de se faire dépasser totalement. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible, non. Voilà. Donc, c'est effectivement, il y a dans l'offre de service, il y a aussi ce travail-là que nous, on fait en background. Donc, pour résumer un petit peu ce qu'il faudrait retenir de Diapark, c'est ce qui nous a… en fait, ça a été les fils conducteurs pour créer tout ça. D'abord et avant tout, on voulait se baser sur l'open source parce que ça donne de la pérennité au projet. Ça donne aussi de la pérennité à nos clients. Si jamais on fait défaut pour X raison, ma foi, ils peuvent accéder à l'ensemble du logiciel puisque c'est open source. Voilà. Donc, on ne va pas réinventer la roue. Par contre, sur la sélection des projets open source, je tiens à signaler qu'il y a il faut être très minutieux, s'assurer qu'un projet soit viable et pérenne à long terme. Donc, c'est des projets qui sont soit portés par des très gros acteurs. On parlait de TensorFlow avec Google, on peut parler d'MXNet avec Amazon, il y en a plein. Mais là, on sait que ça sera pérenne parce que c'est des boîtes qui ne vont pas mettre la clé sous la porte. Ou bien qu'ils soient portés par des associations, type la fondation Mozilla, avec le speech-to-text qu'ils sont en train de développer. On sait que ça va avoir un avenir. Donc, la partie innovante, comme je vous l'ai dit, ça bouge énormément, ce qui fait que la plateforme doit s'adapter à toutes ces innovations. On doit pouvoir changer une brique rapidement et facilement. Du coup, l'intérêt d'utiliser des microservices, puisque c'est extrêmement flexible. Il y a la question de souveraineté dès le départ, comme le disait Gérald.
On nous a posé la question sur la souveraineté des outils. Voilà, c'est le petit coin en haut à droite, Voilà. là, il y a une question qui a été associée ici. Voilà, faut Je ne sais bien pas si elle voir. est vite répondue, celle-là. Mais... Ouais, voilà, c'est qu'en se basant sur des outils open source, on reste autonome. Hein, aujourd'hui, comment dire, vous n'allez pas vous poser la question de savoir si MySQL il est américain ou pas. Vous allez l'utiliser, vous savez que vous avez une garantie parce que c'est un projet open source et que des gens du monde entier vont y participer. Et donc, vous allez la mettre dans votre data center. Voilà. Vous allez dire, je monte mon application au-dessus de MySQL. J'ai une application souveraine que je maîtrise totalement, qui est dans un data center en France, et même si MySQL n'est pas fait par un acteur français. Donc, la question elle est pas si... La réponse, elle est large. On peut considérer qu'avoir une plateforme souveraine, même si l'ensemble des éléments de la plateforme ne sont pas français, purement français. Pour nous, finalement, sur les outils, l'importance de la souveraineté, elle est sur la maîtrise et la connaissance. Voilà, c'est s'assurer que les gens ont une vraie connaissance des outils de deep learning, des réseaux de neurones, qui savent l'exploiter, qui la comprennent, que ces connaissances restent aussi en France. Alors, on a de la chance, on a énormément de connaissances et de gens très, très performants, puisque le responsable du Facebook AI Research Lab, c'est un Français, Yann Lequin. Voilà, la personne qui développe Keras pour TensorFlow, c'est aussi un Français. Donc, en France, on a des connaissances et pour nous, la souveraineté passe par le fait de les garder aussi en France. Voilà. Donc, l'autre point, c'était que on n'est pas des vendeurs de matériel, donc on essaie d'être le plus agnostique sur le matériel possible, sachant qu'on a quand même des contraintes. NVIDIA est le leader sur le marché de la carte graphique, donc on est obligé de passer par du NVIDIA, malheureusement. Donc, on n'est pas complètement agnostique. Et on avait prévu cette plateforme pour qu'elle puisse se suffire à elle-même, voilà, qu'elle puisse fonctionner dans un milieu fermé et qu'elle soit installable chez notre client, s'il le désire. Alors, en milieu fermé, pour tout le monde, c'est dire que cette plateforme-là, elle est installée et qu'elle n'a pas besoin d'interaction, d'utiliser des API vers Google, etc., pour fonctionner, pour faire son travail. Elle est capable de fonctionner en autonomie. Vous avez un traitement d'image à faire sur un bateau, vous le mettez sur votre bateau, vous n'avez pas de réseau, vous pouvez faire tourner ce genre d'application. Alors, on avait une question si on avait des benchmarks sur les performances entre la virtualisation et la containerisation. On n'a pas de chiffres, on n'a pas fait de vrais benchmarks, on a juste exploité des machines virtuelles dans Google Cloud et des machines physiques. Voilà, globalement, des machines virtuelles avec 8 GPU, 8 gros GPU professionnels, à 4 000 € le GPU, va fonctionner aussi bien qu'une machine type Workstation avec du SSD, et un bon processeur, et 4 cartes graphiques de type gamer, donc c'était des 1080, des GTX 1080 Ti à l'époque, qui coûtaient 800 €. Donc, il y a un delta qui n'est pas négligeable. Voilà, donc je voudrais repasser la main à Gérald. Oui, parce que, donc là, en fait, on a expliqué un petit peu pardon, excusez-moi pour les slides, l'IAPark, qu'est-ce que c'était et en quoi nous, on a réfléchi sur ces alternatives et comment on les a mis en œuvre. Derrière, à quoi ça nous a servi. Alors, l'idée là, c'est de vous donner quelques idées de use case auxquels vous pouvez être confrontés, mais tout système, toute problématique qui va demander de la mise en œuvre de solutions à base de réseaux de neurones peut être envisagée sur cette plateforme-là. Donc là, typiquement, vous avez le traitement de facture. Alors ça semble anodin, mais un PDF ou une image, c'est très facile, c'est très difficile de retrouver le contenu. C'est dans des répertoires, on ne sait pas où c'est. Et puis le traitement automatique, comment faire? On a un PDF, on a une image, on a une photo. Comment faire pour traiter la donnée? Il faut savoir extraire les informations. Donc là, ce que vous voyez, par exemple, là, c'est une image à gauche et la représentation de cette image au format HTML, donc très facilement manipulable. Donc on n'extrait pas seulement l'information et le texte, mais l'idée, c'est d'essayer d'extraire aussi la forme pour que ce soit
lisible, compréhensible, qu'on puisse imaginer une interface derrière qui puisse aller corriger pour réentraîner éventuellement. C'est aussi pouvoir faire des copier-coller, c'est aussi pouvoir faire du traitement automatique, de l'extraction automatique. Pourquoi faire, par exemple? Eh bien, on a eu dans du BTP le rapprochement entre le bon de commande, la facture, les bons de livraison, les livraisons qui sont partielles. Donc, il faut pouvoir aller extraire des informations de tous ces éléments-là et essayer d'agglomérer tout pour pouvoir faire de l'assistance à la décision. Est-ce que je peux payer ma facture? Est-ce que tout a été livré? Et répondre à ce type de questions. Et cet exemple n'est pas complètement anodin parce que là, finalement, ce n'est pas un réseau de neurones, ce n'est pas une IA, c'est un ensemble de réseaux de neurones. Donc, il va y avoir un réseau de neurones pour le traitement de l'image, retrouver les zones de texte dans ces images. Ensuite, ces zones de texte, les transformer de nouveau avec un réseau de neurones en caractères. Ça va être aussi un réseau de neurones pour débruiter, enlever tous les parasites de l'image. Ça va être un autre réseau de neurones qui n'a rien à voir avec l'image, mais qui va traiter le texte, qui va être capable de rapprocher des informations type adresse avec ce qu'on recherche. Enfin voilà, donc c'est différentes IA qui doivent être mises à contribution en même temps et qui doivent fonctionner ensemble sur la même plateforme. Donc ça, c'était un cas du BTP. Dans le retail, on nous avait demandé aussi d'avoir ce genre de solution pour j'ai la facture d'un concurrent, je suis challengé pour voir si je peux faire mieux, mais comment je reçois des factures toute la journée, mais il faut que j'aille alors faire des copier-coller pour voir dans ma base, refaire un devis avec exactement les mêmes choses. Là, on extrait les informations, qu'est-ce qu'il y a dans cette facture-là. On peut, si on retrouve les éléments, aller vérifier dans ma base à moi, dans ma base d'items que je vends, est-ce que j'ai quelque chose qui est ça, qui se rapproche de ça, et pouvoir aider l'opérateur à sélectionner les bonnes choses, pour pouvoir refaire un devis derrière. Donc on a ce cas d'usage-là, pas seulement dans un domaine, mais dans des domaines où la facture, les factures, les devis, ça parle à tout le monde. Voilà. Des choses très très diverses comme du callbot. Ici, Fab Caro qui illustre les problématiques des call centers de façon très humoristique. Mais le callbot, ça permet de faire des choses très très simples et puis des choses beaucoup plus complexes. Cette plateforme-là, elle permet donc ici, qu'est-ce qu'il y a derrière un callbot? Il y a du traitement du langage, il y a de la reconnaissance vocale, donc du traitement de la voix. Et tout ça, on sait que sur le traitement de la voix, par exemple, on voit d'énormes progrès sur la reconnaissance vocale. Reconnaître la voix, la transformer en texte pour pouvoir la traiter, reconnaître les commandes, c'est ce que fait votre Alexa, etc. Ça, c'est plutôt simple. Mais par contre, aller rechercher des mots plus compliqués ou des phrases entières et pouvoir les traiter et les interpréter, c'est une autre problématique. Donc, l'accueil d'entreprise, c'est bonjour, bienvenue chez Momentech, avec qui voulez-vous être mis en relation? Et moi, je dis bonjour, je vais parler à Bertrand Loirgan. Et je vous mets en relation avec Bertrand Loirgan. Donc, ça, c'est aussi faire un accueil un peu plus, un peu moins mécanique que taper 1, taper 2 pour avoir le service support, etc. Mais plutôt d'avoir quelque chose qui est basé sur le langage naturel. Le tri d'appel, domaine des assurances, des plateaux en fonction du type d'assureur. On arrive sur le plateau, le callbot demande aimablement, de préférence, quel est l'assureur de la personne, et en fonction de l'assureur, elle va rediriger vers le bon plateau. Donc là, on a aussi un tri d'appels, et quand on gère 10 appels par jour, ça peut paraître anodin, mais quand on traite des centaines d'appels par jour, il y a une efficacité, on gagne énormément en efficacité, et donc en argent, et puis en temps passé. On peut aller consulter l'état d'un dossier sans avoir à taper des touches sur son écran en demandant les références de la personne, des façons d'authentifier son dossier, authentifier la personne, et puis aller rechercher l'information en étant en étant en interaction avec des technologies très très simples et classiques. Je vais interroger une base de données et puis je vais pouvoir faire non pas de la reconnaissance, mais de la synthèse vocale. Voilà. Donc, d'autres cas d'usage dans l'image, la validation automatique de pièces administratives pour la banque, l'assurance, les loueurs. Je prends en photo mon permis de conduire et puis j'extrais les informations. Est-ce que c'est bien un permis de conduire et ce n'est pas les photos de vacances du monsieur?
la catégorisation, une typologie pour un catalogue en ligne. J'ai un catalogue en ligne que je veux rendre disponible. Je prends des fournisseurs. Les fournisseurs, ils m'envoient des milliers de références. Moi, pour mon catalogue en ligne, j'ai besoin de dire « Ah, ça, c'est du matériel, ça, c'est de l'alimentaire, et dans l'alimentaire, c'est de la crèmerie, etc. etc. » Il faut que je rende ça à la main, des milliers. C'est pas possible. Il me faut un système pour préanalyser et me proposer des choses, voire les choisir tout seul en fonction du degré de confiance que mon système peut avoir. Donc ça, il y a du temps à gagner. Il y a des choses qui sont impossibles à faire sans ça. Rentrer, je vais dire, 5000 références. J'ai une semaine pour rentrer les 5000 références. C'est pas possible si on n'est pas assisté. Et là-dessus, il y a du temps et il y a de l'argent à gagner parce qu'on va mettre plus de choses à vendre plus rapidement. Des réponses à appel d'offres. Répondre à un appel d'offres, c'est aller chercher dans des pages web, des PDF, des fois les deux, des informations qui sont disséminées de façon à faire une première analyse en disant est-ce que cet appel d'offres elle est pour moi, est-ce que le niveau de budget il m'intéresse, est-ce que les dates sont réalistes, etc. Donc ça, il faut aller m'aider à prendre des décisions très rapides et à me positionner rapidement sur des appels d'offres parce que sans laisser traîner en me disant tiens ça il faut pas louper, ça peut être intéressant et ça bon bah, c'est pour demain, on sait bien qu'on répond jamais du jour au lendemain, c'est même pas la peine que je perde mon temps à lire celui-là puisque le système va m'aider à décider. On peut aller plus loin avec ce genre de choses, c'est une fois qu'on a répondu aux appels d'offres, on pourrait aussi qualifier l'appel d'offres comme étant perdu ou gagné et entraîner le système avec ce genre d'informations pour renforcer sa décision avec les appels d'offres qu'on a gagnés. Donc, les types d'appels d'offres qu'on a gagnés, est-ce que la nouvelle qui arrive, elle se rapproche du type d'appel d'offres que j'ai gagné? Et si oui, bah, attirer particulièrement mon attention dessus. Voilà. Donc ça, ce sont des systèmes qui vont nous aider à être plus rapides, gagner plus d'appels d'offres. Il y a vraiment des valeurs là-dedans. Le dernier exemple, c'est sur la fréquentation de magasins, des grands magasins où il y a différentes boutiques et les questions qui sont autour de ces problématiques-là, c'est peut-on prédire les affluences, peut-on les anticiper, peut-on simuler l'impact de l'implantation d'un parking à côté ou de travaux qui vont détourner la route pendant 6 mois. Est-ce qu'on est capable ici de prédire ça et en prenant en compte tout un tas de choses, les jours fériés, la météo, les problèmes de grève, j'ai une grève qui est prévue, qu'est-ce qui va se passer, voilà. Donc tout ça, c'est des problématiques qu'on est capable d'adresser et sur lesquelles on a commencé à travailler, pour certaines on a travaillé sur la partie de l'IA Park, voilà. Donc une plateforme généraliste. Je vais conclure pour laisser quelques minutes pour les questions. Donc si je vais donner quelques points pour réussir son projet en IA, qui, encore une fois, est souvent stratégique, c'est de porter une attention particulière à mes données, la quantité, la qualité, la disponibilité, mais également la sensibilité et la confidentialité. Ça, c'est des choses qui vont vous orienter vers des GAFAM, des alternatives. Enfin, voilà, ça devrait vous donner des indications sur ce que vous devez mettre en place chez vous, chez un fournisseur. Il faut vraiment se poser la question. Les compétences et l'expertise, est-ce que je les ai chez moi? Est-ce que je vais les chercher? Est-ce que je les fais venir chez moi ou est-ce que je les laisse si je fais appel à un sous-traitant? Et derrière, évidemment, sur quoi je vais faire mon projet? Est-ce que c'est du matériel de mon sous-traitant? Est-ce que c'est quelque chose qui est disponible sur le cloud? Est-ce que c'est dans mon propre lab ou data center? Ou c'est dans un data center de mon opérateur à côté de chez moi où j'ai la fibre entre les deux? Il faut se poser ces questions-là pour donner une meilleure chance pour réussir son projet en IA. Donc ici, j'avais noté la petite question. Une personne nous demandait si ce n'était pas là une opportunité, cette technologie-là, de rappeler et de capitaliser sur les données, de rappeler l'importance et la sensibilité des données pour tout le monde et de dire, regardez, si vous allez en avoir besoin pour de l'IA, c'est sans doute une bonne idée d'en prendre soin de vos données, de vous assurer qu'elles sont là, qu'elles sont propres et qu'elles sont de qualité. Donc oui, pour répondre à cette question, oui, c'est sans doute une opportunité de rappeler ici et que les entreprises fassent bien attention aux données. Aujourd'hui, s'il y a plein de données d'entreprise, mais qu'elles ne sont pas visibles, qu'elles ne sont pas
sauvegardés régulièrement, derrière, aucun projet en IA ne pourra avoir lieu. Donc c'est important, c'est très important. On sensibilise aussi ici. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai pas vu dans le chat, il y avait une question à laquelle on a répondu. Je vais regarder s'il y a d'autres questions. Il n'y a pas l'air d'en avoir d'autres. Donc, eh bien, écoutez, on va vous remercier pour votre attention. Et puis, allez-y, s'il vous reste quelques minutes pour poser vos questions, on va être très attentifs. On va être très attentifs à ça. Vous êtes basé où? Ah, nous sommes basés à Caen, en Normandie, à 2h30 de train de Paris. Voilà, c'est l'histoire qui a fait qu'on était basé à Caen. Et j'encourage ceux qui ne sont pas loin ou qui sont sur Paris à venir nous rencontrer d'ailleurs. Voilà. Je crois qu'il y a une autre question de Jean. Avez-vous des benchmarks de performance entre la virtualisation et la containerisation? Exactement. Donc ça, on a répondu là tout à l'heure. Ouais. Mais l'idée, la réponse était qu'on n'avait pas de chiffres là. On n'a pas pensé à archiver nos résultats sur ces sujets-là. Par contre, on a comparé clairement l'offre cloud avec quelque chose de similaire qu'on avait en lab chez nous. Et on avait bien des différences de performance très, très notables par rapport aux puissances qui étaient mises de chaque côté. Donc ça, c'est très, très clair. Alors, j'ai dit aussi tout à l'heure que ces différences allaient en s'amenuisant. Tout à fait. Voilà. Oui. D'autres questions? Merci, Brice, pour tes encouragements. Il y a une autre question qui vient d'arriver. Êtes-vous partenaire Data Lab? Et aussi, oui, remarque. Tout à fait. Donc là, le Data Lab normand, oui, on est plus que partenaire puisqu'on est cofondateur du Data Lab normand. Ça fait vraiment plusieurs années qu'on travaille pour avoir un projet, une association, une structure, en fait, puisque ça a pris plusieurs formes. On a essayé de trouver les bonnes formes qui réunissaient des chercheurs, des entreprises, des institutionnels pour mettre à disposition des plateformes, des connaissances et un cocon dans lequel on allait pouvoir aider des entreprises à vérifier leurs hypothèses sur j'ai un problème et je pense que l'intelligence artificielle pourrait m'aider. Est-ce que c'est vrai? Et là, donc, on a des chercheurs, on a le client qui a un gros centre de calcul, on a des partenaires comme Soyuz et Sagi qui sont là aussi pour travailler avec nous sur ce Data Lab normand. Et on espère que ce projet-là va se concrétiser de plus en plus dans les années qui vont venir. Voilà. Une autre question là, oui, effectivement, l'intérêt financier par rapport à une plateforme type AWS. Alors, ça va vraiment dépendre du projet. Effectivement, si c'est des projets type POC, de toute façon, on ne va pas aller investir dans une plateforme in situ. AWS va faire très, très bien l'affaire. Hein. Par contre, si vous voulez vraiment, rentrer ça en termes de produits qui vivent sur le long terme, AWS va vite devenir très cher. Et quant à la certification de sécurité, rien n'empêche les États-Unis, enfin le département de justice, d'aller récupérer des données, même s'il est HDS. Voilà. Donc, on sait que les États-Unis utilisent souvent le département de justice pour pousser ses propres pions. On l'a vu entre l'affaire General Electric et Alstom, par exemple. Donc, il y a un risque. Il y a un risque quand on est une certaine structure avec des données à protéger. Il faut vraiment se poser la question. Est-ce qu'on prend un risque ou pas? Ouais, tout à fait. Donc voilà, pour répondre à cette question-là. Alors, OVH Cloud se met tout doucement à intégrer des plateformes avec GPU. Pour le moment, c'est un GPU par rack, donc ça reste limité en termes de puissance de calcul. Ils s'y mettent. C'est probablement aussi pas dans leur fibre de faire de la plateforme Deep Learning, donc ils ont aussi un peu de choses à apprendre de ce côté-là. Et voilà. J'espère honnêtement que dans les années à venir, effectivement, on aura plus de… Là, on va peut-être avoir des réponses ces prochains mois ou l'année prochaine, puisqu'il y a un nouveau projet européen qui se lance pour avoir des plateformes cloud un peu
Voilà. pourraient être vraiment des acteurs qui comptent mondialement. C'est le projet Gaia X. Hein. Gaia X, dont OVH, que OVH pousse fortement. Et ça m'étonnerait que dans ce Gaia X, ils aient omis de mettre, voilà, exactement, d'omettre ce type de problématique. Ouais. Je pense que ça sera intégré. Donc à surveiller de près aussi. On surveille les questions, on est très attentif. De rien. Alors, mais dans ce cas, au vu du risque que vous exposez, c'est étrange que l'Agence numérique de santé ait pris le risque de les certifier si derrière il y a une possibilité de récupération des données aux US. Alors, même au plus haut point, enfin, aux plus hautes instances du gouvernement, tout le monde n'est pas complètement, n'a pas pris conscience de la problématique. Je pense que c'est tellement particulier l'informatique, il y a tellement de gens qui sont réfractaires à ça, et notamment des hommes politiques, qui ne veulent pas en entendre parler. Et ils ont du mal avec ce genre de questions. Donc, ensuite, est-ce que les données des patients soient un secret industriel? Bon, c'est contestable. Hein. C'est pas les turbines des centrales électriques, des centrales nucléaires électriques françaises non plus. C'est une bonne question. De rien, c'était un plaisir. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions? C'est bien de voir qu'il y a des questions quand même, parce qu'on a eu l'impression de parler un petit peu tout seul pendant 3 quarts d'heure, donc c'est parfait. J'espère qu'on a été un petit peu, assez clair, que on n'a perdu personne en cours de route. Voilà, écoutez, Gaël, est-ce que… On vous laisse la main. Voilà, merci à tous. Merci, en effet. Merci à vous pour votre présentation très, très claire sur cet enjeu qui, je dirais, nous travaille à la fois les citoyens et les entreprises et qui est un sujet qui évolue chaque jour, comme vous l'avez très bien indiqué. Donc, merci aussi à tous les participants. N'hésitez pas à recontacter Momentech, voilà. Gérald Valli et Bertrand Louargan, excusez-moi, qui répondront à vos questions. N'hésitez pas également à nous contacter au Hub Francia et à poursuivre donc la série Un jour une start-up avec nos prochains webinars. Merci à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était un plaisir de nous exprimer sur ce sujet. À bientôt. Au revoir. Au revoir.